Salut les amis, nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs, nous sommes en direct sur Twitch, en direct pour la libre antenne NBA de 20h à 22h. Ouais, parce que j'ai un petit, je m'entends pas, c'est pour ça. Ouais, t'étais loin du micro, mon Toto. Tu crois que c'était pour ça? J'ai l'impression. Ouais, admettons. Bon, bonsoir à tous. Comme d'hab, on va se régaler pendant 2 heures, on va parler de NBA. En plus, on a un très gros programme. On va parler d'Haliburton, on va parler des Pistons, on va parler de LeBron, on va parler de Pascal Siakam. Pas mal de choses à raconter. Je crois que t'allais dire de Pascal Sigan. Je te cache pas que j'étais pas prêt de parler. Je préfère parler pendant 20 minutes de Pascal Sigan ou de Pascal Legitimus. Oh. Legitimus quand même. Ouais, okay. Pour dire qu'il a eu une première partie de carrière extraordinaire et que l'après-carrière, c'est dramatique. J'ai l'impression que tu nous parles de Pascal Sigan. Et ça, c'est magnifique. Comment ça va? Ça va très bien, écoute. Un week-end pluvieux, un week-end malade, rester à la maison, petit moral. Tu connais ces week-ends de merde en solo. Et puis, ben, le lundi arrive, hop, et on retrouve les copains, on retrouve la libre antenne, et puis forcément, on est content. Et voilà, donc de sortir un peu de chez soi après ce week-end un peu morose. Un week-end morose, bon, on est là pour passer du bon temps ensemble. Je vous ai déjà donné le programme. Et comme j'ai pas envie de tergiverser, j'ai pas envie qu'on discute ici ou là, on part tout de suite sur le premier sujet qui nous intéresse. Parce que vous le savez, la semaine du In-Season Tournament commence dès ce soir. Il y a 2 énormes matchs, enfin ce soir et donc demain soir aussi, les quarts de finale. On va prendre le temps d'en parler, mais on voulait faire un focus sur les Pacers et surtout sur leur meneur de jeu, Tyrese Haliburton. Tu as vu, comme vous tous, vous avez tous vu, la déclaration de Tyrese Haliburton, qui nous a tous un peu, estomaqués. On s'est arrêté là-dessus parce que c'est assez rare que les jeunes joueurs comme ça prennent ce genre de position, tout simplement. Alors attends, je vais te retrouver ça, comme ça je vais pouvoir la lire. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Ouais, mais c'est pas beau quand je me tourne, regarde. J'en ai marre d'être un loser. Je veux juste aller en play-off, les récompenses individuelles, c'est bien. J'ai été All-Star, mon principal objectif en arrivant en NBA. Mais le succès individuel ne suffit pas. Je veux juste gagner, donc je dois encore mieux bosser pour trouver des moyens de gagner. Je le disais tout à l'heure, on s'est arrêté là-dessus parce qu'on s'est dit waouh, c'est une déclaration assez forte pour le meneur de jeu. Ouais, alors on ira un petit peu après sur le contexte dans lequel il évolue, sur son style de jeu. Moi, ce que j'aime bien avant tout, pour analyser de manière vraiment synthétique sa déclaration, c'est que ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on peut voir par moment, même si on sait que la com aujourd'hui est omniprésente. Là, Tyrese Haliburton, en tout cas, il met les pieds dans le plat, il dit voilà, moi je veux gagner. Et dans ce que je lis aussi sur cette déclaration, c'est je veux apprendre comment gagner. Et où quand on voit que des mecs pleurent, chialent depuis qu'on suit la NBA parce qu'ils ne sont pas All-Star Game, parce qu'ils ne sont pas NBA First Team, parce qu'ils ne sont pas assez récompensés sur des votes individuels, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a toujours plein de simagrées personnelles. Là, je vois un jeune joueur qui en plus est meneur de jeu, donc c'est quand même lui un petit peu le chef d'orchestre d'une équipe, qui déjà très tôt dans sa carrière dit je ne veux pas être un loser. Ça ne veut pas dire il dit qu'il en a marre de l'être. Je n'ai pas l'impression que ça le soit. C'est un peu tôt pour dire que c'est un loser. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ça m'interroge et ça m'intéresse de comprendre un petit peu le cheminement de ce garçon qui déjà est intéressé par le but final qui devrait être le même pour tout le monde, c'est de gagner un titre et qui semble en tout cas déjà se poser les bonnes questions de savoir comment y arriver. Après, le constat, c'est qu'il n'a jamais joué les playoffs. Et quand c'est un très fort joueur, c'est un très fort joueur parce qu'il a déjà été All-Star l'année dernière, parce que son début de saison est juste fabuleux. À Tyrese Haliburton, je vais vous donner ses stats parce qu'elles sont franchement époustouflantes. Alors, il est dans la meilleure attaque de la ligue, hein, on le sait, le pace est incroyable côté Indiana. C'est aussi la pire défense, mais c'est normal quand tu joues autant de possessions et que ton but c'est de marquer des paniers avant de défendre. Je te donne ses stats quand même. En 16 matchs, il joue 33 minutes, il est à 27 points de moyenne. Avec ça, il ajoute 11,8 passes et des pourcentages de malades. Tu as vu la stat sur le mois de novembre, on n'avait jamais vu un joueur à 25 points, 10 passes et 50% et 40% au tir. Les stats sont juste fantastiques d'un joueur qui est au-dessus. Et c'est vrai que quand on aime les jeunes joueurs au-dessus, on aime quand ils ont l'objectif collectif avant tout, quoi. Mais de toute façon, on l'avait senti, on l'a vu avec Team USA cet été, hein, un petit peu. Donc pour revenir sur les stats du mois de novembre, elles sont fantastiques. On pourrait presque les pondérer, les 27 points, les 10 passes, parce qu'il y a énormément de pace, tu l'as dit, et que cette équipe-là joue un basket d'attaque, c'est-à-dire que même quand ils encaissent un panier, le ballon à peine a transpercé le filet, qu'ils sont déjà en train de faire des remises en jeu. D'ailleurs, je suis persuadé que si tu regardes 3-4 remises en jeu pendant le match, ils ne sont pas passés complètement derrière la ligne, il y a toujours un pied qui doit mordre, tellement qu'ils ont cette envie de relance. Et lui, dans
ce jeu-là s'éclate. Et cet été, je disais, on l'a vu avec Team USA, c'est quand lui sortait du banc qu'il mettait de l'ordre et qu'il arrivait à donner à manger à tout le monde, tout en plus, lui, marquant des points, il mettait un rythme, un tempo que Jalen Brunson avec Team USA n'arrivait pas à faire. Deux meneurs de jeu complètement opposés. Complètement opposés. Un qui a besoin de beaucoup avoir la balle, de beaucoup dribbler, l'autre qui est beaucoup plus dans de la relance, dans de la course, et deux meneurs de jeu qui réalisent d'ailleurs une super saison. Mais après, est-ce que dans cette manière de dire, je ne veux pas être un loser, j'en ai marre d'être un loser, on sait que dans cette manière de jouer, avec ce pace, cette relance, ce up-tempo fou, et sans quasiment très peu défendre, on sait que tu gagnes pas comme ça. Ouais, mais après, alors, avant de penser au style de l'équipe et à gagner, déjà, qu'est-ce qu'il entend par gagner? Moi, ce que j'entends, c'est juste jouer les playoffs, là. Hein. Il veut pas gagner le titre. Et dans ce style de jeu-là, il y a des équipes qui se qualifient en playoffs. Les Kings, l'année dernière, ont fait une année exceptionnelle d'attaque, une exceptionnelle dans la relance, dans la course. Ils sont allés en playoff. On pense souvent quand on et les Kings étaient considérés comme des grands losers. Tout à fait. Et ils sont qualifiés en playoff sur l'ancienne franchise. Je pense aussi, comme toujours, aux Denver Nuggets, sur les premières années où Nikola Jokic commence à être très fort, c'est une attaque une attaque qui domine complètement la défense. On disait tout le temps, ils se qualifient pas, ils sont 9e, mais il faudrait défendre. Ils sont tout en haut, côté offensif, tout en bas, côté défensif. Mais ça te suffit déjà pour gagner des matchs. Là, ils sont à 18. Moi, ce qui m'étonne, alors je comprends ce qu'il veut dire. Ils sont à 18 et ils sont en quart de finale d'une season tournament. Donc, c'est un début de saison positif pour les Pacers. Donc, moi, je comprends sur c'est pas comme ça qu'on gagne les titres et tout, mais les Pacers, on ne les attend pas du tout passer un tour de playoff. Déjà, qualifiez-vous en playoff une année, faites un play-in et qualifiez-vous, ce sera une belle évolution. Mais ça me fait penser, ça décline un petit peu au dernier MOOC de nos amis Rivers, d'ailleurs, sur les losers. Et nous, dans l'article qu'on fait, dans l'échange qu'on écrit, c'est quoi un loser? C'est vrai qu'en NBA, des fois, c'est très dur, les losers. Charles Barkley, par contre, tu vois, est considéré comme un loser. Ouais. Bon, merde, quoi. Le mec a été MVP, il va en finale, il perd 4-2 contre Jojo. Barkley est un meilleur poste 4 de l'histoire. Mais on a des fois le loser un peu facile. Malone Stockton, qui n'a jamais gagné. Juste parce qu'ils ont perdu en finale 2 fois contre Jordan. Waouh! Donc, c'est vrai que le mot loser est parfois utilisé un petit peu à tort et à travers. Mais c'est vrai qu'aller en playoff, gagner des matchs, après, gagner un titre, ça se joue parfois sur un coup de sifflet, ça se joue sur un tir, une défense. Mais c'est vrai que ne pas aller en playoff, pour le coup, là, oui, on peut dire que tu appartiens, que tu es un loser. On se souvient que Tracy McGrady, qui n'arrivait pas à passer un tour de playoff, là, on disait, ah frérot, oui, là, tu es un peu un loser. Ouais, mais on le disait aussi, tu vois, en tout cas pour les détracteurs de Kobe, on disait, post-Shaquille O'Neal, si tu n'arrives pas à gagner un titre, c'est là qu'on verra ton vrai visage. Voilà. Donc, ça, voilà. En plus, Polo, il est juste derrière vous. Il est en train de remettre le loser, parce que je pense qu'on ne devait pas le voir. Le MOOC est juste derrière toi, Erwan. Il est en très bonne place. Regarde, tac, voilà, magnifique. Bravo, Polo, tu l'as bien réinstallé, le loser. Mais c'est vrai que ce truc de loser, il est complètement galvaudé. En fait, très honnêtement, déjà, si tu vas en NBA, t'es pas un loser. T'as un grand talent, t'es un travailleur acharné, plus ou moins en fonction des personnalités. Mais pour arriver en NBA, t'es obligé de mettre dans le bon état d'esprit. Puis ensuite, quand tu fais partie du gratin, bon, bah, tu peux pas dire que t'es un loser. Alors, il y a des joueurs à qui, bah, oui, il se passe toujours un truc. On peut penser à Chris Paul. Tu vois, Chris Paul qui n'a jamais... Il y a toujours une blessure, toujours un truc, on va dire que c'est un loser. Chris Paul, quand Kobe était encore en NBA, il disait tout le temps qu'à part lui, Chris Paul était le plus grand gagnant de toute la ligue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ouais, dans les moments chauds. Russell Westbrook, on dit tout le temps c'est un gagnant. Et finalement, il perd tout le temps au premier tour quand il est première option. Donc, ça veut à la fois tout et rien dire. Alors, après, il y a ce truc d'être. Évidemment que quand tu es un joueur NBA, ben, tu as accompli quelque chose et c'est compliqué. Il y a peu de basketteurs au monde qui peuvent te pointer du doigt et te dire que tu es un loser. Ouais. Maintenant, quand tu appartiens à ce gratin et Tyrese Haliburton fait partie de ce gratin des top 10 meneurs de la ligue. Eh ben, dans ce top 10-là, il a pas aussi envie d'être un loser. Et après, il faut remettre les choses dans le contexte. Et c'est vrai qu'un joueur talentueux comme est Tyrese Haliburton, Team USA, All-Star, qui porte son équipe, qui amène un nouvel élan aux Pacers, clairement, il a relancé les Pacers. Ben, pas aller en playoff, tu peux être considéré comme un loser. Et ça, je le comprends. En tout cas, je trouve sain cette, oui, ça, c'est ça. Je trouve sain cette manière de parler, cette manière de communiquer. Ça change un petit peu de certains qui parfois s'autoproclament d'un statut, alors qu'en fait, on les a pas vu faire la moitié de ce qu'a fait Tyrese Haliburton. C'est trop dur sur le truc des playoffs parce que autant quand tu as une bonne équipe et que tu te rates dans les grands moments et tout ça, on peut en discuter. Autant quand tu n'as pas l'équipe pour aller en playoff, c'est quand même autre chose. Tu vois, je pense, par exemple, prenons Luka. Luka, à l'heure actuelle, jamais je dirais que c'est un loser. Il a tout du winner. Luka, Doncic. Non, mais pourquoi on dirait que c'est un loser? Bah, si il n'arrive pas à aller au titre d'ici ses 30 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je vois en lui un vrai gagnant. Il fera tout pour gagner. Oui, alors.
Non, mais Bah ouais, là, tu vois. là, l'analyse pour moi est différente. C'est que Luka, t'as qu'à voir la rage de vaincre qu'il a. Voilà, exactement, déjà. Et on le voit en NBA. Nous, on a eu la chance de le voir à la Coupe du Monde et à l'Euro, les attitudes sur un terrain. Par contre, dans sa manière de jouer, la manière dont ses équipes sont construites depuis l'Euro, où c'était pas lui l'option numéro 1, c'était on se souvient Dragic en 2017. Ben, il joue tous les ballons, il gueule aux arbitres, il se fait expulser sur des trucs et tout, et il perd. Et moi, j'ai bien peur, et c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais juste, je fais cette parenthèse, que tant que Luka sera autant omnipotent dans ces équipes-là, que ça soit dans le jeu ou avec les arbitres, il risque de perdre beaucoup. Enfin, en tout cas, de ne pas aller au bout à chaque fois. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est un loser, du coup? Enfin, Ah non. ah bah voilà. Non mais après c'est Non, toujours mais là, pareil. je- Non mais après les attentes, c'est toujours joues pareil. comme tu joues. C'est toujours les attentes. Si moi demain j'arrive à NBA, que j'arrive à amener une équipe en playoff, on va dire mais c'est extraordinaire Erwan Abotred ce qu'il a fait Non, à bien sûr, 41 bien ans. Luka Doncic qu'on imagine plusieurs fois MVP, qu'on imagine comme le meilleur joueur le meilleur meneur de la planète à l'heure actuelle, qui fait des triples doubles à 40, 20, 10. Eh ben s'il va jamais en finale, on pourra dire ah non mais frère t'avais ça dans les mains et t'es jamais allé en finale. Du coup, pour C'est Steve qu'à Nash, mon- par exemple, t'as vraiment cette image de loser. je l'ai toujours eu. De loser. Mais loser, faut remettre les choses. Ouais, mais c'est la question que je faut te remettre pose. les choses dans le contexte. Faut Bien, remettre- bien sûr que là, on s'élève complètement par rapport à Tyrese Haliburton, qui n'est pas encore à ce niveau-là. Mais Après, loser par définition, et c'est ce qu'on dit dans le MOOC, c'est que ouais, c'est un mec qui trompe sa femme, qui se fait griller et qui perd son emploi la même semaine. Bon, bah là oui, t'es un loser et qui doit dormir dans sa voiture. Paix à son âme. on pense à tous nos gars qui ont perdu leur meuf et leur taf cette semaine. Ouais. Et on est que lundi. Hein. Et on est là, appelez-nous les gars si vous voulez. Mais après, évidemment que Steve Nash, c'est pas un loser. Mais dans la hiérarchie pour moi des grands meneurs NBA, c'est un loser. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Évidemment que c'est pas un loser. Il est blindé, il est beau gosse, il a réussi une carrière de sportif de fou. On est meilleur que ça quand même. Pour moi, par contre, quand je le compare à Tony Parker, quand je le compare à d'autres grands meneurs de jeu, ah frère, il a 2 titres, il a 2 titres de MVP, dont un où on en discutera toute notre vie. En playoff, j'ai jamais vu se mettre la rate au corbouillon défensivement pour essayer de gagner des matchs. Il a toujours voulu gagner par l'attaque. Ah ben, non mais loser, je m'entends. Après, non, ils vont me dire que je suis dur, que je suis si. On a Ouais, on a dû 1000 débats là-dessus. Mais je pense que loser, on sait remettre les choses dans le contexte. On n'est pas premier degré comme ça. Ok. Pour Non, moi, mais dans pour la le coup, sur hiérarchie Steve Nash- Non, mais bien sûr. Là, Les Magic Johnson, les mais il est en Isaiah dessous. Thomas, même les Gary Payton, qui pour moi n'a pas été MVP, avait une rage de vaincre, un truc que Steve Nash, je l'ai toujours vu vivre Donc, sur tous son les- talent. Donc, mais moi, ce qui m'embête avec ce truc-là, c'est quand je compare les accomplissements de chacun et tout, de dire que Steve Nash est un loser parce que bah, il n'était peut-être pas capable ou il était juste tombé sur des meilleures équipes. Moi, je crois beaucoup à ça. Non, Ça marche pour tous les mecs dans les années 90. J'en ai parlé avec Donc pour Barclay. j'en ai parlé avec Sean Marion, d'ailleurs à Oui. Abu Dhabi, quand on était sur Ouais, le ouais. bateau. J'en ai parlé avec Boris et Et tout. ils ont À dit quoi un moment donné, ils ont l'équipe, les Suns, ils sont favoris. Ils ont la meilleure équipe NBA. Oui, mais ils se l'ont. sont tapés contre les Spurs de Tim Duncan. Tu vois, moi, j'entends, mais ils sont pas. C'est pas Ils les n'ont pas un run. pinfoils. Les Suns, ils n'ont pas un run de 1 an. Ils n'ont pas un run d'un an. Mais ils se font toujours taper par une équipe meilleure. Et les meilleurs, c'est les Lakers, les Spurs, des équipes qui sont juste meilleures. D'accord, dans mais l'histoire. va dire ça à Barclay, va dire ça à Stockton et Mais je leur Malone. dis la même chose, moi. Tous ces mecs-là, je peux pas les mettre dans les losers. Non, mais Parce que loser dans le gratin du basketball. Mais non, mais même, je dis pas loser, je dis qu'ils sont en dessous. Gros, je dis que c'est dommage. Mais Steve loser, Nash- gros, pour moi, loser. Pour moi, Steve Nash qui ne fait jamais une finale, C'est l'histoire Chris d'une Paul vie, qui si fait tu veux. jamais une finale, c'est problématique. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous les autres là qu'on aime bien mais qui sont en dessous, Baron Oh, Davis? mais les Rod Strickland, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des losers, on les des aime. gros losers. Non, mais on les aime parce Mais que. ça veut rien dire. Eh ouais, mais c'est- parce que pour moi, ils n'appartiennent pas au gratin. C'est pas pareil. Donc là, le regard est plus empathique et moins dur. Et si en fait, si moi j'ose, et ça doit faire hurler certains, je l'entends, si moi j'ose dire que dans le gratin du basket, Steve Nash est un loser, c'est qu'il appartient à un gratin extraordinaire dans lequel, par exemple, Baron Davis, t'as raison, ouais, il c'est un fait très qu'il bon en faut pas. exemple. Rod Strickland, Tim Hardaway, des mecs Ouais, fantastiques. Deron Williams, on peut en mettre plein. hein. Non, voilà, Deron Williams, auxquels ils n'appartiennent pas, alors que c'est des joueurs extraordinaires. Ok. Non, mais après, quand on donne des avis dans le basket aussi, évidemment qu'on noircit le trait, évidemment Ah, mais non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. qu'on crée aussi des groupes, qu'on sache qui a fait quoi. Mais bon, LeBron, il y a des mecs à un moment donné qui disent LeBron, c'est un loser. Bah, tant qu'il n'avait pas gagné, on disait que c'était un loser, que finalement, d'aller en 2007 Non, mais avec tu te l'équipe, rends compte d'aller en 2007 Voilà. avec l'équipe qu'il avait, c'est un Avec meilleur accomplissement que Kevin Durant avec les Warriors. Enfin, on est d'accord avec ça, non? Mais frère, C'est évident. Il a emmené Avignon le Ponté en finale NBA. Tu te rends compte ce qu'il a fait? Il a pris une équipe qui joue le maintien en N2. Il a dit on va en finale en battant les Pistons. Ouais, on mais va en finale de Il conf. avait commencé le match avec plus 49, comme Biscarros. Ouais, comme Biscarros. Non, mais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand LeBron, qui est jeune, on lui dit, et qui perd l'année d'après, en 2008, qui perd en demi-finale de conf, loser.
Et ok, On se comprend. Mais on se comprend l'idée, oui, mais oui. après, il faut prendre les choses au premier degré. Mais merde, quoi, tu vois ce que je veux dire? On est en direct, hein, bien sûr, et on est chaud. Vous pouvez nous appeler au standard. Il y a Tom qui vous Regarde, attend sur le truc. l'équipe Je de prends France ton- féminine qui perd 5 fois d'affilée en finale de l'Euro. Mais elles avaient déjà gagné avant, non? Avec une équipe. Alors, avec elles avaient gagné des avant joueuses. avec certaines joueuses. Ouais, c'était une joueuse. Avec certaines joueuses, pas toutes. Mais donc, du coup, c'est Non, les filles-là qui ont gagné Mais la avant et presse, qui ont perdu ensuite. la presse, là, disait 5 finales perdues d'affilée. Ou la le SIG, championnat d'Europe, ou la SIG, ou avec Clermont en Vincent rugby. Poulet, loser. Ouais. Alors, et après, t'as deux regards. T'as fait, attends, on va 5 fois en finale d'affilée dans l'Euro, c'est énorme. C'est 5 médailles d'argent. T'en as, ils ont même pas une médaille de bronze toute leur carrière. Ils chialeraient pour avoir ça. Mais en même temps, t'as d'autres qui vont te dire, attends, 5 médailles d'argent, mais en même temps, tu perds 5 fois en finale. Et c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Voilà, c'est pour ça qu'on débat, et c'est pour ça qu'on discute, et c'est pour ça qu'on aime tant le basket. Alors, Erwan, avant d'accueillir Arthur, notre premier auditeur de la soirée, je vous lis un petit commentaire de Kobe Bryant, a écrit avec des W, Récal. Il y a une différence. Un mec qui ne gagne pas n'est pas forcément un loser. C'est pas tout noir ou tout blanc. Aujourd'hui, dans le sport, soit t'es un champion, soit t'es un loser, et je déteste ça. Tout le monde ne gagne pas. C'est le principe. Faudrait plus qu'on glorifie les vainqueurs qui ont détruit des légendes, qui ont juste pas gagné comme d'autres légendes. Très manichéen, trop manichéen par moment. Clairement, c'est pas vrai. Il a tout à fait raison. Il faut évidemment parfois nuancer. Après, il y a la manière. Tu vois, on dit Arden loser, on le met dans le truc. Mais moi, en fait, c'est un parfait exemple et j'en reviens à la manière. Il y a des beaux perdants, je sais que certains ne supportent pas ça. Il y a des beaux perdants pour qui tu as de l'empathie. Tu en as d'autres pour qui tu en as beaucoup moins. Et je pense que la manière, le comportement, l'affect aussi. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'affect pour Steve Nash quand Robert Horry lui met un tampon dans la C'est gueule. incroyable. Quand il se retrouve avec le nez complètement. Ça aurait dû être leur année, peut-être. Hein. Ça aurait dû être leur année. Donc il y en a qui peuvent avoir beaucoup d'empathie pour Steve Nash. Moi, j'ai de l'empathie pour Latrell Sprewell et les Knicks, par exemple, et Alan Houston quand ils vont en finale en 99. Donc voilà, après de toute façon, c'est pas parce que nous on a la chance d'être derrière un micro, une caméra, que ce qu'on dit, c'est notre empathie, notre ressenti, c'est la seule et l'unique à avoir. Donc oui, il y a parfois beaucoup trop manichéen, mais c'est ce qui lance aussi les débats. Après, tant que ça reste sur des joueurs, c'est pas grave, mais il a pas tort. Très bien. Alors, est-ce que on va revenir au sujet initial, hein, bien sûr. Ouais, mais c'était pas on va revenir. Bah oui, on adore ce genre de choses. Et je vois certains commentaires. Je vais pas les prendre parce que sinon on va s'embrouiller et que les personnes ne peuvent répondre à part par message. C'est un peu dommage. Ah, ça insulte. Arthur, non, surtout pas. Arthur, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Allô, Arthur, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Ah, tu es là. Comment Salut, ça va? Arthur. Bah écoute, ça va très bien. Merci à Tom de m'avoir choisi. Pourquoi, Tom? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as soudoyé ou quoi? Non, c'est juste que j'étais le seul à être proposé, donc pour l'instant je suis passé, quoi. Ah, Oh, voilà. d'accord. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, faut pas l'avoir ici. T'es le bienvenu. Non, Et on va non, discuter un peu de ton joueur préféré. Il paraît que t'es fan de Tyrese Haliburton. Ouais, depuis même avant sa draft, je crois que c'est là où il fait Coupe du Monde de U19 avec les US, où j'ai regardé la finale et je l'ai trouvé très fort. Donc on en revient au sujet sur son truc comme quoi c'est un loser. Je suis pas entièrement d'accord parce que bon, il est pas dernier de conférence, il est dans le top 6 déjà. Puis il fait quand même des statistiques, ce qu'il fait c'est hallucinant quoi, 27-12 quasi en 50 40 90 avec une équipe qui n'est pas faite pour être en top 6 de conférence quoi. Ouais, mais alors les stats, on peut les mettre en avant, mais combien de joueurs ont eu des stats incroyables dans leur carrière et ont fait peu de tours de playoff, voire pas de playoff? Moi, je crois que la stat individuelle, et je crois que c'est le ressenti qu'il a. Peut-être collectif, je sais pas. Moi, je te rejoins, Arthur, sur le fait qu'il est dur avec lui-même. On dirait que c'est Kate Cunningham qui a dit ça. Ouais, on aurait plus compris, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, il doit le ressentir. Peut-être que l'ambition de ce mec-là, c'est de gagner plus. Et je pense que d'être au in-season tournament, c'est déjà une avancée pour lui. Et c'est peut-être aussi une manière de se dire que, ok, je fais des stats individuelles, mais le projet collectif doit primer et on doit aller plus loin avec ça. Donc si c'est son ressenti là-dessus, tu vois, c'est pour ça que les stats individuelles, en fait, faut les mettre en perspective avec le projet collectif. Je pense que lui-même voudrait potentiellement faire de moins de bonnes stats mais gagner plus de matchs quoi. Bah ouais, et il a raison. Après, n'oubliez pas qu'il dit aussi dans sa déclaration que son premier objectif en tant que joueur NBA, c'est d'être All-Star. Et ça, moi, je le dirais toujours par rapport à ces mecs au-delà de l'ego. C'est juste qu'en termes d'accomplissement, d'abord, t'es All-Star, après, t'es All-NBA, puis après, t'es MVP dans l'ordre, hein, et puis ensuite, t'es champion NBA. D'ailleurs, Yanis, dans l'enchaînement d'accomplissements, il a la carrière parfaite, entre guillemets. On verra ce qui se passera dans le temps. Mais il a, tu vois, les échelons un par un, MIP, etc., jusqu'à le titre suprême et les 50 points pour gagner contre Phoenix. Donc, Tyrese Haliburton, il y est pas encore. Mais la première chose, c'est d'être bon, toi.
d'être bon, Ouais. ensuite d'avoir la confiance d'une équipe, d'un coach, d'une franchise pour être le leader, il l'est. Que le coach fasse jouer l'équipe pour que tu brilles, c'est la chose. Après, Michael Jordan, c'est ça, avec Doug Collins, c'est gros. Maintenant, tu es le meilleur joueur. En gros, on va tout faire pour que tu sois le meilleur possible. Et puis, dans un deuxième temps, on va réajuster pour que l'équipe soit meilleure. Ça, c'est dans pratiquement toutes les carrières NBA. Après, il y a bien sûr les contre-exemples. Quand il y a déjà une star en place et que tu as un mec qui est drafté, on pense à Pippen, on pense à Kobe, où tu es déjà dans une bonne équipe et tu dois progresser avec la star. Après, j'ai envie de rajouter que la tâche d'Haliburton, s'il reste aux Pacers, elle est encore plus dure, c'est de faire gagner une franchise qui n'a jamais gagné. Et On n'est ça- peut-être pas encore à ça, tu vois. Non, non, mais Moi, j'y pense pas. Attends, on se regarde. projette. On Ouais, se projette. c'est pour Déjà, les plans, quoi. les ramener en play-off, Voilà. passer un tour de play-off, C'est clair. on est là-dedans. Mais de toute façon, dans les contextes. Et regarde, finalement, il y a eu Toronto, mais avec Kawhi et tout, mais c'est très dur de faire gagner une franchise pour la première fois au final. On l'a vu avec Jokic et Denver d'ailleurs, hein. Encore une fois. Hein. Clairement. Clairement. Après, moi, ce que je voulais rajouter déjà, c'est le fait que il a déjà l'étoffe d'un franchise player, que je pense que peu de personnes au moment de sa draft, qui est draft 12, et quand il se fait trader du côté d'Indiana, on pensait pas forcément qu'il allait réussir à avoir ce step pour être le leader. Il l'est maintenant. Je pense que Indiana, ils sont un peu dans un entre-deux. C'est est-ce qu'on décide de mettre Tyrese en tant que franchise player et on garde toujours Buddy Hield, Miles Turner actuellement. Je pense que comme ça, actuellement, ils sont pas du tout en état pour passer un tour de playoff, voire limite pour aller en playoff. Donc est-ce qu'Indiana, avec ce gros début de saison qu'ils ont fait, c'est pas un peu en trompe-l'œil d'un gros début de saison et ensuite on va décider peut-être à la deadline de transférer des joueurs et de Bien reconstruire, sûr. de continuer à construire, ou est-ce qu'on décide de allez, Tyrese il est en 27-12, allons chercher Lavine, allons chercher Siakam, faisons un blockbuster trade pour essayer d'aller gagner tout de suite. C'est la question que je pense que Tyrese, en disant ça, c'est est-ce qu'on décide de continuer la reconstruction ou est-ce qu'on met un coup d'accélérateur pour aller chercher les playoffs? Ce serait un peu tôt, non? Moi, d'imaginer, alors pas un trade pour progresser. Hein, je pense qu'il faut toujours avoir l'espoir de progresser, sachant qu'il y a déjà des pièces sur lesquelles tu peux compter aujourd'hui, dont Haliburton, bien sûr. Mais Les Burton, Mathurin et voilà, Nembhard. exactement. Mais tu vois, il y a Miles Turner qui est encore là, il y a Buddy Hield, etc. Tu as encore des mecs sur lesquels tu peux compter ou transférer. Le Ouais. truc, c'est que c'est normal en même temps. Ils n'ont pas passé un tour depuis Paul George, les mecs, un tour de playoff. Donc, pour moi, les Pacers, ils sont à l'année 2 d'une petite remontée, petit à petit. Donc là, la bataille, c'est faire progresser les jeunes, etc. Et dans un deuxième temps, c'est bouger à la trade deadline, l'année prochaine ou l'intersaison plutôt, pour avoir une meilleure équipe, non? Après, tu connais ma théorie, Thomas. Quand le marché, une année, te propose quelque chose et que tu as une opportunité, tu peux gagner du temps. Ça, c'est Ça ne clair. veut pas dire que l'année d'après, cette opportunité ou même si 4 mois après, l'opportunité l'été, va se retrouver. Zach Lavine va être sur le marché, Pascal Siakam est sur le marché. Donc, il y a des réflexions à avoir. Moi, Miles Turner, pour moi, faut le garder. Il y a eu, toute l'année dernière, il y a eu cette espèce de vas-y, on n'en veut plus. Qui en veut? Finalement, personne n'a trouvé. Et je le trouve plutôt très bien cette année. Il avait même prolongé, on se souvient, c'était à 2 ans. Moi, je le trouve très bien. Buddy Hield, mine de rien, dans ce basket fantasque, il a l'air de s'éclater aussi et d'avoir trouvé ses repères. D'un côté, tu sais qu'il va bouger, lui. Il va jamais voilà, rester. donc Son poste, il y a tellement de monde. Moi, c'est peut-être lui, un petit peu, peut-être la pièce Ouais, qui peut bouger. ouais. Mais Miles Turner, tu as quand même ce grand steak qui, mine de rien, défensivement, il prend un peu de place, ce qui n'est pas rien dans cette défense des Pacers qui n'existe pas. Ça dépend sur pourquoi tu trades aussi. Tu vois, si Oui, tu trades un mec à l'intérieur, tu lui laisses la place aussi. Hein. Pour Siakam, ouais. Après, il y a quand même, après, si on parle d'Indiana dans l'absolu, et moi je parle un peu de Rick Carlisle parce que il est allé un peu à contre-courant de son style de jeu. Je veux dire, c'est le football total, mais là c'est le basket total. Si on attaque et on défend pas, et ils prennent Jarrett Walker à la draft pour un profil défensif pour coller à côté de Miles Turner. Et moi qui regarde pas mal de matchs des Pacers cette saison, les gens disent qu'il ne joue pas, mais il est absolument incompatible avec le jeu d'Indiana. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tir à 3 points parce qu'il est en train de progresser, mais Indiana ne jure entre guillemets que par la transition, le 3 points et la contre-attaque. Donc il ne peut pas vraiment jouer. Et je pense que s'ils veulent aller se projeter dans les 2-3 prochaines saisons, ils doivent se définir un jeu d'attaque peut-être moins fou avec la... Comment je fais ça? Je me reprends. Avec une mise en place d'une défense qui peut être... Mais moi là-dessus, j'ai des doutes. Autant... Vas-y. Moi, les Suns qui étaient avec D'Antoni shootés en 7 secondes ou moins, en fait, ces mecs-là, ils sont morts avec leurs idées. Les Nuggets des années 80,
qui jouait un basket incroyable d'attaque. D'ailleurs, c'est eux qui ont le record de points marqués dans un match face aux Pistons avec plein de prolongations. 7, il me semble. Ils sont morts avec leurs idées. Toutes les équipes d'ultra-attaque sont mortes avec leurs idées. Tu vas me dire, ah, mais les Nuggets de Jokic. Pour moi, les Nuggets de Jokic étaient une équipe d'attaque, mais ça n'a jamais été le pace comme ça, comme on a vu, de la transition. Dans le playoff, ils ont été exceptionnels en défense, surtout. Voilà. Exceptionnel, je le dis. Hein. Pour moi, et McMillan leur a amené au fur et à mesure une défense année après année. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la NBA ces équipes qui jouent tout pour l'attaque se dire on va moins courir, on va plus défendre. Pour moi, et c'est là un peu le questionnement que j'ai autour de ces Pacers-là, c'est que c'est presque une drogue de jouer de l'attaque comme ça. Et pour moi, revenir à un basket un petit peu plus traditionnel, avec moins de rythme, j'y crois pas. Alors moi je sais pas pourquoi on se projette autant. Vraiment, moi, je dis l'inverse. Je dis pourquoi on se projetterait pas. Mais parce qu'on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas du tout à se dire est-ce qu'on pourrait gagner avec l'ultra-attaque. Moi, je dis trouvons-nous un style à l'heure actuelle qui peut marcher pour gagner des matchs et progresser, et on verra plus tard. Il va fonctionner. Et ce style-là, aujourd'hui, leur permet de gagner plus de 50% de leurs matchs, leur permet d'avoir des mecs qui éclosent, d'avoir une progression, d'avoir des certitudes, et puis quand ils se casseront les dents, s'ils voient un playoff un jour, une année, 2 années, et ben là, tu réajustes. Mais là, aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver un style d'équipe et trouver une semblance de régularité. C'est ce qu'ils arrivent à trouver en ce moment dans ce style de jeu. Donc moi, oui, il n'y a aucune équipe, c'est l'attaque, mais bon, il n'y a aucune équipe avec l'effectif qu'il y a actuellement aux Pacers qui est jamais allé en finale NBA non plus. Hein. Tu vois, donc déjà, amusez-vous, faites-le, gagnez des matchs comme ça. Avec les joueurs qu'il a, quoi. Car là, il met le jeu en place avec les joueurs qu'il a. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un meneur de jeu qui est un monstre de transition, et il sait que c'est pas avec Bruce Brown, entre guillemets, et Ben Mathurin, qui défendent, mais qui sont pas des grands défenseurs. Il se dit la meilleure chose à faire, c'est vu qu'on sait pas défendre, autant mieux attaquer que les autres, quoi. Mais j'ai peur que Carlisle, il change pas son style de jeu. Comme disait Erwan tout à l'heure, est-ce qu'Indiana va vouloir se dire on arrête d'attaquer et on veut poser notre jeu? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Dans les prochaines années, dans l'immédiat, ils n'ont aucune raison de le faire. Ils gagnent des matchs comme ça, en plus. La saison, en plus, je te dis, voilà, ils ont fait des coups. Ils sont win tournament et in-season tournament. Je sais pas. In-season tournament. Pour moi, ils sont en lice et je pense qu'ils vont être en play-off à minima, en play-in. Il n'y a pas de raison. Après, Thomas n'a pas tort quand on dit qu'on se projette un peu loin. J'aime bien le faire. Mais là, aujourd'hui, profitons, en fait. Profitons, il y a un truc nouveau. Mine de rien, ces équipes-là, dans des saisons régulières qui jouent à fond l'attaque, c'est toujours perturbant pour les équipes. Et d'ailleurs, tu vois que même les équipes qui vont dans des grands matchs d'attaque comme ça, qui arrivent à marquer des 120, 130 contre eux, ben, ils ne sont pas spécialement à l'aise. Ce n'est pas un basket qui leur va. Donc voilà, qu'ils profitent. On verra où ça les mènera. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des Kings. Attends, avant que tu dises ton truc, dernière comparaison, tu as parlé des Kings. Tu vois, donc les Kings, en plus, ils ont fait le trade avec Sabonis. L'année dernière, ils finissent 3e de la conférence Ouest dans un jeu d'attaque. Quand tu finis 3e de la conférence Ouest avec la concurrence, je trouve que tu es déjà plus dans un truc à dire et si ils arrivent à passer un tour de playoff, bon là c'était contre les Warriors, est-ce qu'il ne faudra pas défendre, tu vois, ce genre de choses. Quand tu es 6e là, de cette conférence Est et que tu as ce type de jeu-là, je pense que tu n'es pas du tout dans l'imaginaire de pouvoir passer un tour de playoff. En revanche, ils continuent à progresser, qu'ils finissent avec l'avantage du terrain, là on aura peut-être un peu plus cette réflexion. Mais pour l'instant, bravo messieurs, déjà vous gagnez des matchs. Et il y a d'autres équipes qui aimeraient gagner autant de matchs. Avoir 10 matchs après 18, c'est presque un exploit. Vas-y Arthur, tu veux dire quoi? Je veux dire juste petite question par rapport au match de ce soir. Vous voyez qui gagnait, quoi. Arthur, tu vas pas poser des questions, tu vas répondre. Donc vous le savez, le in-season tournament, il y a 2 demi-finales ce soir. Donc il y a Indiana qui va à Boston dans le premier quart de finale. On va regarder ensemble les codes chez les copains de Winamax pour voir ce que disent les bookies, hein, même si on peut imaginer déjà largement qui sera favori. Polo va nous mettre ça plein pot et puis on va pouvoir regarder ça. Alors, donc, ce soir, 1h30, il y a Indiana-Boston. Indiana est à 2,75, Boston 1,43. Je vous rappelle que Porzingis ne jouera pas ce soir. Ça, c'est un peu problématique. Ça va être intéressant parce que là, Indiana va avoir affaire à l'une des toutes meilleures équipes de la Ligue dans un match couperé. Et je suis très curieux de voir s'ils vont réussir à mettre en place ce jeu d'attaque face à une équipe qui aime aussi attaquer, mais qui sait défendre un petit peu, qui, quand les moments sont chauds, sait aussi défendre. Je pense qu'ils vont être bousculés, inquiétés, les Celtics, mais je pense qu'ils vont quand même s'imposer parce qu'eux, ils sont capables de faire des stops. Ok, tu dis quoi, Arthur? Est-ce que ton équipe va gagner ce soir? Franchement, j'aimerais y croire, mais je pense que
Je vois pas Indiana faire la surprise ce soir. Je pense que Boston est vraiment. Ils ont un jeu défini. Je pense que Tyrese va, je pense, la défense, je veux dire, la défense de Boston, il va réussir à la maîtriser. Je pense qu'il peut faire un gros match, mais je vois pas un joueur de Indiana sortir de sa boîte ce soir et de faire gagner Indiana contre Boston. Pour l'info, On peut Erwan. aller dans les match-up après. Ah ouais, attends, pour Voilà. la petite info, Erwan, ils se sont déjà rencontrés cette saison, en saison régulière, c'était au tout début, c'était il y a un mois. Il n'y avait pas Tyrese Haliburton, et les Celtics avaient gagné 155-104 contre les Pacers. Bon. 155-104, il y avait eu plus 51. Et dans les match-up, dans le contrôle du rythme, c'est important de voir aussi contre qui va être Haliburton, Derrick White, Jrue Holiday, qui dans le contrôle du tempo, défensivement, offensivement, sont des maîtres en la matière. Donc voilà, c'est pas le meilleur match-up pour nos amis les Pacers. Absolument. Si, comme toujours, hein, vous le savez que les paris sportifs, c'est pour s'amuser. On évite de faire n'importe quoi. Que c'est interdit aussi aux mineurs. Hein. Tous les gens qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas jouer. Je vous mets ce petit code promo comme d'hab chez les copains de Winamax. Vous avez la possibilité, après votre premier dépôt, donc quand vous êtes un nouvel abonné, eh bien à 100 € remboursés sur votre premier dépôt. Et avec le code FT10, que vous n'oubliez pas, vous avez 10 € en plus, comme toujours. Donc voilà, chez les copains de Winamax. Ok, donc tous les deux, vous dites, personne ne dit, avez-vous surprise d'Indiana? Ah, normal. Ce serait étonnant en vrai. Ce serait étonnant et ce serait un sacré coup que Haliburton continue sa forme étincelante et tape Boston au TD Garden. Ce serait incroyable. Après, ils sont pas fous, hein, les Celtics. Hein. Ils savent Non, très bien que non, ce serait étonnant, Pépère, ils vraiment. vont lui mettre quand même des mecs tout terrain. Ils vont pas le. Enfin, voilà, je pense qu'ils vont le préparer le match, surtout sur un match sec. Je pense que c'est pas un match de saison régulière normal. C'est un Le match match sec est- qui non, je peut précise. t'emmener au playoff, qui peut t'emmener sur un Final Four à Vegas. Bon, je pense qu'il va être. Ça va être très intéressant de voir dès le début du match comment ils vont défendre sur Haliburton. Et je pense qu'ils vont l'attendre très très haut sur le terrain. Arthur, tu veux dire un truc? Non, je disais juste que officiellement, le Indiana reçoit Boston. Pardon? Officiellement. C'est à Indiana Indiana, Mais non. c'est Ah officiellement. non, t'as c'est raison. Indiana Ah qui non, mais reçoit c'est pas officiellement, t'as entièrement raison, je vous dis une bêtise. C'est Indiana-Boston. Ils ont fini premier, Indiana, ils sont invaincus. Attends, j'ai un trou maintenant, tu me fais un doute. Je vais regarder. Bah là, je suis sur NBA TV, ça met Boston. C'est Boston at. Ah oui, bah c'est Indiana. Mais oui, Ah Indiana 4-0, bah Indiana 4-0, je suis 4-0. fou. Et Ah ouais, Boston, est-ce que ça peut tout changer ça? pas pour moi. Ok, très bien. Ça Non, je changera pense pour pas, toi. mais parce que quand vous le disiez tout à l'heure, je réfléchissais, mais vu qu'Indiana avait fait 4-0, je trouvais ça bizarre qu'il soit à l'extérieur. Oui, non, mais c'est moi, j'ai dit une bêtise. Ok, très bien. Venez, on reste sur le In-Season Tournament du coup. On va se projeter sur les 3 autres matchs, parce que donc ce soir il y a 2 matchs, et demain il y a 2 autres matchs. Alors ce soir il y a Kings Pelicans. On va revoir les cotes avec Pollux qui va nous remettre tout ça rapidos. Donc ce soir les Kings sont favoris à domicile 1,58 et les Pelicans 2,30. Qu'est-ce que tu en dis, Erwan? En ce moment, pareil contre Sacramento, il faut être un petit peu gaga, quoi. Un petit peu zinzin, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je vais à fond sur les Kings hein, qui sont complètement injouables avec ce basket d'attaque, avec énormément de rythme, avec un De'Aaron Fox fantastique, un Sabonis qui remplit des cases incroyables, un Malik Monk clairement en course pour être meilleur 6e homme de l'année, c'est toujours aussi bien coaché, le banc amène toujours autant de choses. Donc non, je vais sur les Kings, même si les Pelicans sont complets, pas simple, parce qu'ils sont redevenus au complet, les Pelicans, il me semble. Mais non, à fond Oui, sur les Kings. est revenu. Hein. Ouais, à fond sur les Kings à domicile. Ok, Arthur, un petit prono là-dessus? Moi, je pars Pelicans. Je pense que je vois bien Zion faire un énorme chantier cette nuit. Je pense que Herbert Jones, il va défendre sur De'Aaron Fox. Je pense qu'il peut avoir beaucoup de mal, De'Aaron Fox, et puis aller une petite surprise, New Orleans à Sacramento. Je vous donne une dernière petite info. Les Pelicans et les Kings se sont déjà affrontés 2 fois cette saison et c'était 2 victoires des Pelicans. Et alors? Ouais, 2 victoires. Est-ce que c'était coup sur coup. Voilà, ça devait être pendant l'absence de De'Aaron Fox, le renard. Bien vu, Erwan, il était là, hein, De'Aaron Fox. Il était là au match retour et la première défaite a été quand même de 129-93. Hein. Et De'Aaron Fox était là les 2 matchs. Ah bah il y a la cote à jouer peut-être. Ouais, non mais si les bah mecs, oui, il se donne avec cette info, moi ouais. je reste sur les Kings quoi qu'il arrive parce que même si et l'esprit de revanche aussi. Non mais d'accord, même hein. surtout la forme du moment quoi. Les Kings ils sont attends, impilables comme on dit à Marseille.
Ça, c'était il y a 2 semaines, les 2 matchs là. C'était mi-novembre. Ok, très bien. On regarde les 2 matchs de demain soir parce que mine de rien, moi j'arrête pas de le dire, mais vraiment ce In-Season Tournament me régale de malade. Et je pense que ce soir et demain soir, c'est vrai que ça va prendre son essence. Et puis ensuite à Vegas, jeudi pour les demi-finales et samedi pour la grande finale. Les 2 autres affiches, et là pour le coup, bah, là on en a pour notre argent. Hein. Là honnêtement, ça va être fantastique. Le Milwaukee Bucks, New York Knicks de 1h30 et le Lakers Suns de 4h du mat. Erwan, Bucks Knicks, est-ce que New York peut le faire? Je vais sur New York. Voilà. Non, je vais jamais sur les Knicks. La cote à 2,50, match sec. Jalen Brunson est en grande forme. Les Knicks aiment le goût du sang, aiment les matchs secs. Faudrait éviter le money time parce qu'en ce moment, les Bucks, dans les money time, ils sont tout simplement injouables. Mais pour le délire, pour mon kiff, go Knicks. Wow. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Bah non, parce que d'habitude t'es plutôt sensé, donc ok. Ouais, mais là j'ai envie d'être un peu fou ce soir. Eh ben sois foufou, alors c'est demain soir. C'est demain soir le match. Enfin, hein. ce soir, je donne mon prono ce soir. Tu quoi. commences ce soir à être Voilà, foufou. voilà. Très bien. Erwan va mettre son meilleur pyjama d'Enix pour supporter son équipe. Tu dis quoi toi Arthur, sachant que les Bucks ont gagné contre les Knicks 110-105, c'était le 4 novembre, c'était il y a un mois. C'est là où Randall il a une attitude. Et depuis il va mieux. Depuis il va il beaucoup mieux. ouais. Tu dis quoi Arthur? Moi, je pars Milwaukee. Je pense qu'à domicile, ils vont réussir à faire le taf. Je pense que Giannis et Lillard vont faire un bon match, mais je vois bien Middleton faire un gros match contre les Knicks. Ok, allez, moi je dis aussi Milwaukee 1,50. Et on finit sur le Lakers Suns, Erwan. Je te dis que les Lakers, moi je les vois aller au bout, bon, un peu comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, c'est un peu comme moi. Moi, LeBron, je sens que pour sa legacy, tonton, Ah ouais, gros. il veut gagner ce premier tournoi. Je les sens bien, les Lakers. Écoute, ils sont favoris à 1,76 et les Suns à 2, sachant que Vanderbilt vient de revenir et ça compte pour la rotation de cette équipe qui manque cruellement de monde. Ils sont tous pétés, les gars. Il va falloir envoyer du monde sur Booker. Est-ce que Booker va jouer? Il a manqué le dernier game. J'espère qu'il va jouer. Bon, écoute, admettons qu'ils soient tous là. Bon, Bradley Beal va pas jouer. Arthur, plutôt Lakers ou Suns? Par Lakers. Ok, Lakers. Parce que comme vous l'avez dit, LeBron veut être le premier à gagner le In-Season Tournament. Et en plus, ça permet d'engranger un peu une confiance pour les Lakers, parce que pour les mettre dans une bonne dynamique, pour espérer aller chercher un avantage du terrain à l'ouest. Et ensuite, puis voilà. Ok, très bien. On a dit les Lakers tous ensemble. Écoutez, 2 soirs de suite, le In-Season Tournament, et puis une grosse soirée de NBA, ce sera mercredi soir. Voilà, on a été très complet dans cette vidéo. On n'a pas été à Haliburton de sa déclaration très intéressante, des Pacers aussi, de Rick Carlisle, et puis de ce In-Season Tournament. Donc voilà, si tu es sur YouTube et que tu le regardes à partir de demain, bon bah on est lundi soir, les matchs n'ont pas encore eu lieu, mais n'hésite pas, si tu regardes ce soir, à nous donner tes petits pronos pour savoir qui va passer au Final Four de Las Vegas.